Une autre affaire de disparition. Et alors là, elle vient tout juste de se terminer il y a quelques heures. Et ça s'est terminé de façon tragique près de Besançon. Théo de Couchant, un jeune homme de 23 ans, était recherché depuis fin novembre. Il devait se rendre dans une soirée en Haute-Saône, mais ne s'y était pas présenté. Ses amis avaient alors donné l'alerte. La veille, Théo de Couchant avait écrit un dernier message à une de ses amies aux alentours de 23 heures. Il expliquait qu'il se trouvait dans la commune d'Oiseleux et Gracheux, chez Camille. Camille, c'est une fille qu'il fréquentait depuis peu, une fille âgée de 18 ans. Entendue par les enquêteurs, la jeune fille avait affirmé ne pas avoir eu de nouvelles de Théo depuis son départ de chez elle. Un avis de recherche avait alors été lancé par la police. Les proches du jeune homme espéraient le retrouver en vie. Mais vers 13h, lundi, donc il y a 3 jours, un nouveau rebondissement est venu éteindre les espoirs de ses amis, puisque les enquêteurs ont retrouvé le corps de Théo. Et le corps de Théo était caché dans l'appartement de cette fameuse Camille. Le jeune homme porte des traces de strangulation. La jeune fille a été placée en garde à vue. Les policiers ont d'ailleurs relevé également des mouvements bancaires suspects réalisés avec la carte du jeune homme disparu. Alors que s'est-il passé à Oiselay et Grachot dans la nuit du 29 au 30 novembre dernier? Cette jeune fille a-t-elle agi seule? Et surtout, pourquoi? Quel mobile? Théo de Couchant était âgé de 23 ans. Sa disparition avait été signalée il y a une semaine dans le village de Oiselay. C'est dans cet appartement que les enquêteurs ont finalement découvert son corps. Le studio était loué par une jeune fille de 18 ans qu'il fréquentait depuis quelques semaines. Les voisins sont sous le choc. On n'a rien entendu, rien vu. Enfin, c'est difficile quand même. Enfin, surtout le monsieur, du coup, Théo qui a disparu sans rien demander, quoi. Le jeune homme porterait des marques de strangulation. Son corps était caché dans l'appartement. Marine et David étaient des amis très proches de Théo. Ils n'ont aucun doute sur l'hypothèse du meurtre. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a piégé, en fait. Un guet-apens. Qu'on l'a attiré dans un piège et qu'après, on a sauté sur lui pour je sais quelle raison. On pense qu'il y a eu un meurtre. On l'a tué, quoi. Ça, c'est sûr, pour moi, on l'a tué. Les deux amis avaient contacté la jeune femme qui n'a cessé de brouiller les pistes. C'est la même pourtant qui utilisera la carte bleue du jeune homme quelques jours après sa disparition. Elle ne sait pas où il est, ce qu'elle fait, ce qu'il a fait, alors qu'elle savait très bien. Elle est partie avec sa voiture, elle a retiré de l'argent avec sa propre carte, elle a pris ses chaussures pour aller retirer de l'argent, pour savoir pourquoi. Et alors tout ce temps, elle était avec lui, chez elle. Lui, on ne sait pas comment il était à ce moment-là. La jeune femme était arrivée dans le village il y a quelques mois, quasiment inconnue, à l'exception de ce propriétaire d'une ferme équestre qui la croisait quand elle venait s'occuper de son cheval. C'était une fille gentille, calme, qui est pas impulsive. Et je vois pas Camille faire ce genre de choses. Après, je suis pas psychologue, mais voilà, ça me paraît vraiment étrange. La jeune femme est en garde à vue. Elle est soupçonnée d'être liée à un homicide volontaire. A-t-elle agi seule? Pour quel mobile? Autant de questions, toujours pas résolues. Alors, on va partir tout de suite justement sur cette affaire en direct à Besançon où nous entend Jérôme Bollard, qui est journaliste à Radio Plein Air. Bonjour Jérôme, merci d'être en direct avec nous. C'est vrai que cette affaire, elle interroge également parce que il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce que les enquêteurs savent à quel moment ce garçon est mort? Non, justement, c'est la grande question que tout le monde se pose, c'est-à-dire on n'arrive pas à dater quand ce garçon est mort. Il y a juste eu cet avis de recherche qui a été lancé par la police de Besançon. C'était le 29, entre le 29 et le 30 novembre, 29-30 novembre, mais depuis là, on n'a pas d'informations. Alors, on n'a pas d'informations. En revanche, le corps a été retrouvé chez Camille, qui était sa copine, a priori. Alors déjà, c'est assez surprenant parce que Camille, elle avait été interrogée dans un premier temps. Elle avait dit qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son copain. Et au fond, les policiers décident de faire une perquisition. Et en faisant la perquisition, ils tombent sur le corps. C'est assez surréaliste. Exactement, et d'autant plus qu'elle-même avait partagé l'information comme quoi son ami était recherché sur les réseaux sociaux. Et c'est justement en faisant une perquisition chez elle qu'ils ont découvert donc ce corps de ce jeune bisontin de 23 ans. Alors, ce dont on est sûr, parce qu'à l'heure actuelle, l'enquête est en cours, donc on est prudent sur ce qu'on dit, donc on ne sait pas si c'est elle qui l'a étranglé, si c'est elle qui l'a tué, mais ce dont on est sûr, c'est que, en tout cas, il a été étranglé. Il y a des traces de strangulation.
c'est ce qu'a révélé l'autopsie qui a été effectuée hier, en fait. Et effectivement, cette autopsie a révélé des traces de strangulation sur le corps du jeune homme, effectivement. Ouais, alors, cette Camille, elle est entendue par les policiers. Je crois que la garde à vue doit prendre fin dans les minutes qui viennent. Est-ce qu'il y a des choses qu'on fuité sur les explications qu'elle peut donner? Alors, pour l'instant, pas encore. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, en fait, effectivement, c'est que sa garde à vue, elle a été prolongée, qu'elle va être déférée dans quelques minutes, vous avez totalement raison, au parquet de Besançon, et que le procureur de la République de Besançon va donner une conférence de presse demain matin, justement pour s'expliquer sur cette affaire. Alors, on reviendra demain à midi donc sur cette conférence de presse. Merci beaucoup, Jérôme Bollard. Merci d'avoir été avec nous, journaliste à Radio Plein Air, pour nous donner les dernières informations. Docteur Gilles-Marie Vallée, puisque vous êtes médecin, je voudrais juste qu'on précise quelque chose. C'est étrangler une personne, parce que là, on a une fille qui étrangle un garçon. Alors, si c'est le cas, si c'est en tout cas l'une des hypothèses, c'est quand même compliqué d'étrangler quelqu'un. Et surtout si on a une fille un peu plus faible physiquement, c'est compliqué d'étrangler un garçon. C'est compliqué à plusieurs niveaux. D'abord, par rapport à la force que ça demande, d'autant qu'on peut imaginer que le sujet qu'on étrangle ne va pas se laisser faire. D'abord parce qu'effectivement, il tient à la vie, mais aussi parce qu'il y a des mouvements réflexes d'agitation qui font que la force physique peut empêcher effectivement l'action. Ce qui nous amène à imaginer différentes choses, soit effectivement la possibilité d'un complice, soit éventuellement qu'il ait été drogué, parce que de toute façon, effectivement, c'est pas quelque chose qui se réalise comme ça. Autre élément que ça interroge, c'est probablement la préméditation, parce qu'encore une fois, dans le cadre d'un conflit, c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, si on prend en compte la violence que ça nécessite et le fait que la victime va se débattre, oui, vous voulez dire étrangler quelqu'un, c'est pas comme lui donner un coup tout à coup parce qu'il y a une dispute, parce qu'il y a une colère. Enfin, étrangler quelqu'un, c'est long. Moi, je crois, de mémoire, d'après ce que je sais, que ça prend 3-4 minutes à peu près, non, pour étrangler quelqu'un. Pour couper la respiration. Voilà, pour couper la respiration. C'est ça. Et l'étrangler. Voilà, pour que le sujet effectivement bascule dans l'asphyxie, perte connaissance, c'est 3-4 minutes, mais 3-4 minutes sans oxygène. C'est-à-dire qu'il faut tenir, la pression pendant 3-4 minutes, donc c'est très long. C'est très long, encore une fois, sachant que la personne peut se débattre, si tant est qu'elle a les moyens de le faire, si elle n'est pas droguée ou si elle n'est pas maîtrisée par un complice. Et Maître Sandrine Pégan, alors là, c'est assez étonnant parce que la jeune fille, elle est interrogée par la police qui dit « moi, j'ai pas de nouvelles ». Elle partage l'avis de disparition et finalement, on imagine la surprise quand même des gendarmes ou des policiers, je ne sais pas si c'est des gendarmes ou des policiers à Besançon, mais qui débarquent chez elle, qui trouvent le corps chez elle. Ah oui, je me mets à leur place, oui, parce que forcément, là, de toute façon, il y a des éléments objectifs dans cette affaire qui laissent à penser que c'est elle qui serait l'auteur du meurtre. Et voire peut-être même de l'assassinat, puisqu'en effet, s'il y a préméditation. Mais en effet, à partir du moment où on vient s'asseoir face à un gendarme, en tout cas à un enquêteur, et on lui dit « Non, je ne sais pas où est mon compagnon, nous étions ensemble ». En plus, comme vous le disiez, elle publie sur les réseaux sociaux un avis de recherche. Et là, en fait, avec une perquisition, parce qu'elle se doute très bien, ou alors peut-être pas, elle est peut-être novice et elle ne connaît pas malheureusement la procédure judiciaire, mais quand on vient déposer et qu'en plus de ça, on est la compagne d'une personne qui a disparu, il y a une perquisition d'office qui s'effectue derrière. Donc, c'est d'office la perquisition ? Oui, à partir du moment où il y a quelque chose qui fait que, si vous êtes compagnon d'une personne... Et si c'est le dernier endroit où la personne a été, etc. C'est ça, voilà. Donc la perquisition, elle se fait derrière. C'est quelque chose qui est, quasiment automatique. En tout cas, on a envie de pousser les investigations au plus haut point. Donc, en tout cas, on se demandait pourquoi garder le corps, peut-être parce qu'elle ne savait pas quoi en faire. Certainement, en plus à 18 ans. À 18 ans, comment se débarrasser d'un corps ? Il faut votre expérience pour avoir des réponses. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette affaire. On aura, là encore, vous l'avez compris, des informations demain matin, donc on vous en reparlera demain dans cette quotidienne en direct. Avec la suite de l'affaire Théo Descouchons. On vous en parlait hier en ouverture de cette émission. Vous savez, c'est le corps de ce jeune homme qui a été retrouvé mardi dans l'appartement de son ami à Oiselay et Gracheux. C'est en Haute-Saône. Eh bien, la jeune femme a finalement avoué son implication. Félicité Kindoki. La jeune femme de 18 ans, placée en garde à vue depuis lundi, vient en effet de reconnaître avoir tué Théo Descouchons. Mise en examen, c'est une jeune fille en pleurs qui est apparue dans le bureau de la juge d'instruction hier, en début d'après-midi. Une attitude bien différente de ses premières auditions, où elle apparaissait complètement détachée. Et lors de ses aveux, elle a livré une première version en indiquant que Théo, avec qui elle entretenait une relation amicale, l'aurait dragué, dit-elle, de façon insistante dans son appartement.
C'est alors qu'elle lui aurait asséné un premier coup de couteau au niveau du foie, une blessure qui n'a pas été mortelle. Elle se serait ensuite réfugiée dans une autre pièce du logement, mais le jeune homme blessé aurait continué de se manifester en l'insultant. Et c'est dans un second temps qu'elle l'aurait étranglé. Et une fois mort, elle dit avoir placé le corps de Théo dans un placard. Des faits qui, selon ses déclarations, remonteraient à la nuit du lundi 29 au mardi 30 novembre, à l'issue d'une soirée. Et lorsque l'avis de recherche a été lancé après le signalement de la disparition de Théo, elle l'avait partagé sur sa page Facebook avant de poursuivre une vie presque normale en utilisant la voiture et la carte bancaire de Théo, tout en vivant près de son cadavre jusqu'à la découverte des enquêteurs. La première autopsie pratiquée mardi avait révélé une mort par strangulation et un décès qui remonterait à plusieurs jours. Pour le moment, la préméditation n'a pas été retenue. Et à la suite de ses aveux, la jeune fille a été incarcérée hier soir à la maison d'arrêt de Lutterbach, près de Mulhouse, pour homicide volontaire.